Chers amis, bonsoir. Depuis plusieurs années déjà, Benoît Billon nous permet de comprendre la guerre, sujet en général très maltraité dans les médias. D'ailleurs, c'est le titre d'un de ses livres qu'il nous avait présenté. La dernière fois qu'il est venu, nous avions parlé du maître de l'art opératif, Sliechin, qui fera l'objet d'une publication au printemps prochain. Et là, cette année, Benoît veut bien nous parler d'un sujet qui est extrêmement complexe donc, et passionnel, mais qu'il va rationaliser. Guerre et stratégie au XXIe siècle. Benoît, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette nouvelle invitation. C'est effectivement un sujet très passionnel et très maltraité. Alors, j'ai pas écrit de livre qui s'appelle La guerre, un sujet maltraité par les médias, mais j'aurais pu, et pas que. Je vais d'ailleurs en parler un petit peu. Donc, c'est vraiment une série de réflexions que je vais vous livrer. Et je vais m'efforcer parce que depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, il y a beaucoup de choses qui sortent. Alors, certains propos qui sont un petit peu hors sol et loin des réalités, mais aussi des choses de qualité, notamment sur les éléments tactiques. Donc je vais assez peu y revenir parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sortent. Et puis en réalité, par contre ça c'est un point sur lequel j'insisterai un petit peu, les leçons prise à un instant T sont pas forcément pertinentes 6 mois après, parce qu'en fait la guerre est un phénomène qui est un phénomène évolutif et adaptatif, donc il y a forcément des évolutions. Je vais essayer de me tenir au sujet que j'avais proposé quand on a échangé avec Bertrand sur cette conférence, qui est de parler plutôt de stratégie, c'est-à-dire de moins descendre dans je dirais la mamaille tactique, la conduite des combats, mais davantage dans la conduite de la guerre, dans sa dimension politique, diplomatique, sociale, économique et militaire, bien évidemment, puisque ça reste le cœur du sujet. Voilà, et d'essayer de faire un petit peu la part des choses entre, je dirais, les évolutions qu'on observe, alors qui touchent beaucoup au combat et aux méthodes de combat, bien évidemment, et un certain nombre de permanences quand on parle de stratégie. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je souhaite évidemment le conflit en Ukraine est une part considérable de l'attention quand on observe la guerre aujourd'hui, quand on s'intéresse à la guerre aujourd'hui. C'est évident qu'on passe beaucoup de temps à regarder ce qui se passe en Ukraine. Pour autant, il ne faut pas considérer que les guerres de demain ressembleront exactement à ce qu'on observe en Ukraine. D'abord parce que chaque belligérant vient avec sa propre identité militaire, tant dans les cultures, les doctrines que les moyens qu'ils mettent en œuvre. Ensuite parce que la guerre en Ukraine en 2025 n'est pas la guerre en Ukraine en 2022 ou en 2023, donc une guerre qui aura lieu en 2035 sera encore différente. Il y a des aspects notamment technologiques qui évoluent très rapidement, mais il y a aussi un certain nombre de permanences. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit une séquence où il se passe des choses aussi intéressantes ailleurs, dont on parle moins en France dans les médias grand public, qui ont pour le coup un gros prisme sur la guerre russo-ukrainienne. C'est ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, avec des leçons militaires qui sont absolument pas négligeables, et c'est ce qui s'est passé, même si la séquence a été beaucoup plus courte et qu'on manque encore d'éléments pour en tirer des leçons définitives, mais c'est un événement intéressant et important. L'incident de frontière, on appelait ça comme ça autrefois, entre le Pakistan et l'Inde, avec notamment une dimension aérienne qui est tout à fait révélatrice. Et puis c'est le salon du Bourget la semaine prochaine, donc c'est l'occasion de parler un petit peu de guerre aérienne. Voilà, alors
Je vais reparler un peu de Zvietchine parce qu'en fait, donc Alexandre Zvietchine, qui est l'un des grands stratèges du XXe siècle, même s'il est encore méconnu en Occident, c'est l'un des architectes de la pensée militaire soviétique et puis désormais russe. Mais ça va au-delà, c'est aussi le continuateur de Clausewitz, c'est l'inventeur de l'art opératif, dont je lui ai consacré déjà plusieurs de mes écrits, mais c'est surtout quelqu'un qui nous a légué dans son œuvre un certain nombre de grilles d'analyse, de grilles de lecture de la guerre qui demeurent en fait pertinentes à un siècle d'écart. La guerre se conduit, alors bon, c'est pas forcément exactement les mots de Zvietchine, hein, c'est moi qui reformule, mais la guerre se conduit à l'intersection de plusieurs dialectiques. Le mot clé, le mot important qu'on retrouve en France chez quelqu'un comme le général Beaufre par exemple, c'est cette dimension de dialectique qui est aujourd'hui assez éloignée de nos façons de penser le monde de manière générale, mais la guerre est un phénomène dialectique. D'abord parce qu'il y a une dialectique entre les deux adversaires évidemment, mais il y a aussi à l'intérieur de la conduite de la guerre une dialectique entre des dialectiques en fait entre plusieurs composantes de la machine étatique, de la machine militaire, de la machine, en tout cas, l'analogie de la machine n'est peut-être pas la bonne, mais de l'écosystème qui est une société humaine. Et c'est dans la compréhension et la capacité à prendre en main, à prendre en charge, à conduire activement ces dialectiques et pas juste à les regarder et à les subir, que se décide la performance stratégique. La performance stratégique à l'échelle d'un État. Alors la première qui est évidente, c'est celle entre la stratégie militaire et la dimension des moyens matériels, à commencer évidemment par la dimension économique. Quelque chose qu'on avait un petit peu oublié en Occident, simplement parce qu'en fait on livrait des guerres qui ne mettaient pas en jeu nos capacités de production de manière sensible, tout simplement parce qu'en fait on avait des adversaires qui n'étaient pas suffisamment puissants pour nous obliger à mobiliser. On a fait les guerres, moi la première guerre sur laquelle j'ai travaillé en tant que chercheur, c'était l'Afghanistan. L'Afghanistan a été faite par des armées de temps de paix. Il n'y a pas eu de transformation profonde en réalité des outils militaires de la post-guerre froide à cause des guerres contre le terrorisme. Il y a eu des transformations à la marge, dans les méthodes de combat, dans un certain nombre d'équipements, mais fondamentalement, il n'y a pas eu une mobilisation de la société. Même aux États-Unis, même au moment où ils étaient engagés à la fois en Irak, en Afghanistan et puis sur un certain nombre d'autres théâtres périphériques dans des opérations de contre-terrorisme, en réalité, l'effort budgétaire était, alors le leur est considérable, mais il est aussi extrêmement inefficient. Mais l'effort budgétaire était relativement important, mais c'était essentiellement pour payer des RH, des réservistes qu'on mobilisait, qui coûtaient plus cher, des frais supplémentaires de logistique, des choses comme ça. Mais en réalité, ça n'avait que très peu d'impact sur la société américaine. C'est-à-dire que vous pouviez tout à fait, si vous n'aviez pas de militaire dans votre famille et que vous ne regardiez pas la télé, ignorer, pour ainsi dire, la question. Ça touchait, c'était des guerres de professionnels qui touchaient donc des portions extrêmement restreintes des populations, et c'était des guerres dont l'impact était en réalité extrêmement périphérique, y compris sur la prise de décision, politique. C'est particulièrement le cas en France parce que la façon dont la Ve République a évolué a fait des guerres, une espèce de fait du prince qui se déroule dans l'indifférence relative de l'opinion publique. Donc de ce point de vue-là, la guerre en Ukraine a été aussi une rupture parce que d'un seul coup, la guerre est revenue dans l'horizon de tout le monde.
Là, on en parle tous les jours dans les médias, alors que par le passé, on parlait de la guerre quand il y avait un soldat français qui se faisait tuer, par exemple, quelque chose comme ça. Donc le traitement était différent. Mais ce que ça veut dire, c'est que on est à nouveau confronté à des guerres qui nous posent la question des ressources qu'on y consacre et de la capacité de nos sociétés à mobiliser ces ressources pour se défendre ou pour défendre ses intérêts. Et on voit bien que cette dialectique-là a d'emblée une dimension politique. Quand vous commencez à opposer, alors faisons la part des choses du cynisme politique qu'il peut avoir pour essayer de faire passer des réformes, mais quand on commence à poser le problème de se dire est-ce qu'on réarme, est-ce qu'on paye les retraites, est-ce qu'on reconstruit des hôpitaux, on commence par quoi, on se retrouve sur un problème de ressources comptées. De ce point de vue-là, la stratégie et la limite de cette logique-là, c'est que pour l'instant, on a une façon de l'aborder parce qu'on ne raisonne pas précisément de manière dialectique, qui consiste essentiellement à mettre en regard les buts et les moyens comme si c'était des externalités. C'est-à-dire, en fait, il y a des buts, il faut défendre la France, l'Europe, ce qu'on veut, et il y a des moyens, mais finalement, ces moyens, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment de prise dessus. Or, justement, ce que met en avant, pas seulement la guerre en Ukraine d'ailleurs, mais l'effort militaire considérable d'un pays comme la Chine, ce que peuvent déployer comme stratégie les États qu'on appelait autrefois émergents et qui, à force d'émerger, sont maintenant des puissances au moins régionales, c'est que, au contraire, ces États-là se caractérisent tous par la mise en place d'une planification industrielle et d'une planification économique pour se doter des moyens militaires nécessaires. Alors évidemment, il y a une planification de temps de paix, parce qu'en France, ce que fait la Direction générale de l'armement, par exemple, mais cette planification de temps de paix est en fait relativement décorrélée d'objectifs de but. Il n'y a pas de but de guerre, en fait. On entretient un outil, mais on n'est pas dans un raisonnement par rapport à des buts de guerre. Or, justement, quand on conduit une guerre, et c'est tout aussi vrai au XXIe siècle que ça l'était au XXe, en fait, on commence d'abord par piloter un outil industriel, avec la particularité, ce qu'a révélé de manière criante le conflit ukrainien, c'est que quand on mobilise son armée, on mobilise en même temps son outil de production. Alors on peut le faire de plusieurs manières différentes. Soit on a des capacités latentes, c'était le cas de la Russie par exemple, qu'on est capable de réactiver des chaînes de production qu'on peut rouvrir, quitte à ce qu'elles soient d'ailleurs considérées comme vétustes, mais finalement peu importe, à partir du moment où elles permettent de produire quelque chose. Et puis elles permettent de gagner le temps de transition, de produire des choses peut-être différentes dont on a plus besoin, c'est-à-dire vous remettez en état des vieux chars T-72 pendant 6 mois, 1 an, et puis au bout d'un moment, vous produisez peut-être des drones avec de l'intelligence artificielle, parce que c'est ce dont vous avez besoin sur le front, mais en attendant, vous avez tenu la transition. Côté ukrainien, on a observé une mobilisation un peu différente, qui a consisté à essayer de militariser la société civile et les capacités d'innovation et de production de la société civile, ce qui a permis pendant un temps de tenir aussi, c'est notamment de prendre un certain avantage en termes d'utilisation des drones qui sont souvent produits par des petits ateliers dispersés, ce qui en plus les protège relativement des frappes russes, mais qui a une limite, et ça c'est aussi dans cette démarche où on voit bien les dialectiques se mettre en place. Eh bien, la limite, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire le passage à l'échelle, tout simplement, parce que quand on est dans cette dialectique entre stratégie et économie, à partir du moment où les buts de guerre deviennent des buts vitaux, des buts existentiels, ou des buts contre un adversaire qui a lui-même des moyens industriels, ce que n'avaient pas nos adversaires dans l'ensemble, ce que n'avaient pas nos adversaires jusqu'à présent, que ce soit au Sahel, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, nous n'avions pas affaire à des gens qui avaient beaucoup de capacités de production. Et quand ils en avaient, c'est ce qui nous a posé le plus de problèmes. Un exemple, les engins explosifs improvisés, les fameux IED. Les IED, en fait, c'était un problème, il y avait un problème de production. Vous aviez des ateliers avec des gens qui étaient capables de produire comme ça en série relativement conséquente des explosifs. Et en fait, c'est ce qui nous a posé problème.
Et donc on a dû consacrer des moyens à essayer de traquer ces outils industriels. Et donc on se retrouve dans cette gestion entre la stratégie et l'économie, dans une double dialectique. La dialectique interne de mettre en place et de développer les outils dont on a besoin et de les adapter en permanence à l'évolution de ce qui se passe sur le terrain militaire. Et vers l'adversaire, cette fois-ci, d'essayer d'entraver ses efforts à mobiliser sa propre industrie, à mobiliser ses propres capacités de production. Donc la dimension économique, la gestion de cette dialectique entre la dimension militaire et la dimension je dirais, productive de manière large, dépasse la simple opposition entre les buts et les moyens agissant comme une façon de limiter les buts. En fait, il y a toute une conduite qui est beaucoup plus complexe que ça et qui illustre parfaitement le conflit ukrainien. Alors, un peu moins les autres conflits dont je vais parler au cours de cet échange, mais parce que là, on a deux États qui s'opposent avec un outil industriel dans les deux cas et donc un pilotage en tant que tel. Force est de constater que côté occidental, on est plutôt mauvais. On est plutôt mauvais parce qu'en fait, justement, ce pilotage industriel, on a déjà du mal à le faire dans le monde civil maintenant, mais on n'a pas les outils en réalité, ou on refuse de se doter des outils qui nous permettraient de réellement mobiliser notre outil industriel. Déjà, on n'a pas beaucoup d'usines, donc c'est compliqué, mais en plus, nous avons un déficit de compréhension de toute cette manœuvre d'arsenaux, mais qui ne soit pas une manœuvre d'arsenaux virtuels de temps de paix, où en fait on constitue des espèces d'armées de façade finalement, un peu le modèle de la guerre froide, où on avait des armées mais ce n'était pas pour s'en servir, c'était pour dissuader, donc on manœuvrait des arsenaux. Mais là on est dans de la manœuvre où il faut produire. Et donc c'est quelque chose qui est en train de redevenir un vrai différenciant entre les puissances militaires sérieuses et celles qui le sont beaucoup moins. Et nous, on est clairement en train de passer du côté des puissances militaires qui le sont beaucoup moins, parce que justement notre outil industriel n'est pas adapté et ne s'adapte pas ou peu, y compris parce qu'en fait, il y a on parle beaucoup, mais on agit beaucoup moins. La première chose, c'est donc, ça devrait nous réapprendre que dans la conduite d'une guerre, la stratégie ne doit pas considérer la dimension industrielle et toute la production de guerre comme une extériorité, mais doit bien l'internaliser dans sa façon de raisonner, et que ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de complètement dynamique. Il faut mobiliser. En fait, la mobilisation redevient un sujet central, un sujet majeur. C'est pas seulement la mobilisation des soldats, même si je vais y venir, c'est aussi évidemment un vrai sujet, mais c'est la mobilisation des appareils productifs. Et cette mobilisation des appareils productifs, nous n'avons plus Enfin, en fait, on a les outils, on aurait, le cadre juridique doit exister encore, mais on n'a pas le logiciel, je dirais, qui convient, c'est-à-dire ce logiciel, c'est la planification en fait. Il y a Yeltsin, dont je parlais, consacre une partie non négligeable de son travail à la dimension, au plan économique de la guerre. Nous n'avons pas aujourd'hui de plan économique de la guerre. On a des lois de programmation militaire, mais ça n'a à peu près rien à voir. C'est pas du tout la même logique sous-jacente. La deuxième dialectique qui est à nouveau mise en évidence de manière extrêmement criante, c'est celle alors Yeltsin parle de rapport de force ou de dialectique entre évidemment les classes sociales et les factions au sein de chaque classe. Je m'explique. Il reprend évidemment l'outillage intellectuel du marxisme, mais ça reste tout à fait pertinent, même si on veut s'extraire du sens donné à Marx, par Marx à ces mots. Il y a dans une société, dans toute société, vous avez des
groupes sociaux constitués, voilà, généralement, alors effectivement, autour de catégories socio-économiques, pour le dire très vite. Et au sein de ces groupes, vous avez des options qui s'opposent, des factions qui s'opposent, sur divers critères d'ailleurs. La conduite de la guerre doit impérativement prendre en considération la composition de la société et la façon dont elle fonctionne. Ça, c'est un apport majeur de Zvietchine, spécifiquement, mais des guerres du XXe siècle, c'est cette prise en compte du fait que on n'est plus dans des guerres de souverains, justement, on est dans des guerres de société, nous sommes dans des sociétés en guerre, et donc ce qui compte, alors c'était vrai sous Louis XIV en réalité, hein, il y avait des factions à la cour, il y avait des courants qui traversaient les sociétés monarchiques, mais ce n'était pas appréhendé dans la façon dont on concevait la conduite de la guerre. Là, ça doit être un paramètre. Un exemple, là, pour prendre un autre exemple que l'Ukraine, on voit bien que la société israélienne est traversée par des courants qui ne sont pas forcément unis dans la façon dont ils veulent que la stratégie soit déterminée, la façon dont ils considèrent que la guerre doit être menée, sur les buts de guerre à mener, et c'est bien la faction qui dirige l'État, qui est une expression d'une partie des élites en général, mais qui n'est pas forcément la totalité des élites, qui détermine la conduite de la guerre. Pourquoi c'est important ? Eh bien, c'est important parce que l'un des objectifs, l'un des axes sur lesquels on peut jouer, c'est d'essayer de provoquer la discorde chez l'ennemi, pour citer le titre d'un ouvrage de jeunesse du général de Gaulle, mais c'est-à-dire essayer de semer la zizanie dans bon là c'est Astérix, c'est voilà, j'ai un saut de référence, mais ceci dit, c'est le principe, hein, l'album d'Astérix finalement c'est pas mal, parce que qu'est-ce qu'essayent de faire les Romains? C'est exactement ça. Ils essayent de mettre le bazar au sein de la société miniature qu'est le village gaulois pour précisément les affaiblir de l'intérieur et qu'ensuite le village tombe comme un fruit mûr parce qu'ils n'y arrivent pas par la force. On est un peu sur les configurations similaires et tout le monde essaye en réalité. Nos sociétés occidentales, là encore, sont relativement désarmées face à ce phénomène, alors pour plusieurs raisons, y compris des raisons qui peuvent être considérées comme des impensés politiques, le fait que vous avez une multitude de diasporas aujourd'hui dans les sociétés multiculturelles qui sont forcément traversées par ce qui se passe dans leur pays ou leur région, leur culture d'origine. Et donc ça a un impact. En l'occurrence, le conflit au Proche et Moyen-Orient est un exemple extrêmement criant, y compris dans des pays qui avaient complètement oublié le sujet, comme les États-Unis, où d'un seul coup, ils redécouvrent qu'en fait, les gens viennent pas de nulle part, ils n'habitent pas nulle part, et que donc ça a un impact. Ça, c'est un des paramètres. Donc, il y a cette dimension-là. Il y a la dimension, bien sûr, où vous allez essayer de susciter alors un camp de la paix. Les Russes, il ne faut pas être naïf, jouent aussi sur je dirais, cette vieille antienne qu'utilisait le Parti communiste, hein, ils n'ont rien inventé, hein, pour essayer d'affaiblir le soutien à l'Ukraine. Les Ukrainiens, de leur côté, jouent aussi leurs atouts, chacun joue à ça. Nous, bon, en fait, c'est quelque chose sur lequel on va essayer de le développer chez les autres, mais on oublie qu'on est nous-mêmes traversés par ça, et on a tendance, quand on le découvre, à le gérer de la pire façon qui soit, c'est-à-dire par la censure, la fermeture, et en fait la tentative d'imposer des options à la population en faisant taire les voix dissidentes. Ce qui n'est pas un bon signe, c'est qu'en fait, on a tendance à essayer de traiter le symptôme avant de traiter la cause étant la division intérieure de nos sociétés qui préexiste en fait ce que peuvent faire d'éventuels adversaires. Donc ça, c'est un impensé, c'est extrêmement important de le penser. Mais il n'y a pas que ça dans la dialectique sur les rapports de force entre les classes et les factions. Il y a aussi le fait d'essayer par des actions militaires de transformer les équilibres internes de la société et de les exploiter quand ils se produisent. Je fais un parallèle, historique, mais pendant la Première Guerre mondiale, vous aviez des factions au sein du Parlement français qui, à un certain moment, ont été tentées par une paix blanche.
dans le camp d'en face, au bout d'un moment, c'est l'empereur d'Autriche-Hongrie qui essaye de sortir de l'alliance avec l'Allemagne et d'ailleurs, l'Autriche-Hongrie est un peu mis sous tutelle politico-militaire par les Allemands à la fin parce que ça devient un maillon faible de l'Alliance. Vous avez tout un jeu, si on observe ce que fait l'entente en Grèce par exemple, où il y a des factions pro-Allemagne et pro-entente qui s'opposent. On joue là-dessus. Pendant la guerre froide, évidemment, tout le monde l'a fait, mais le problème de la guerre froide, qui est un petit peu le référent, une espèce de surmoi quand on parle de ce sujet-là, c'est que la guerre froide suppose qu'on soit dans une guerre idéologique, c'est-à-dire il y a des idéologies qui s'affrontent, il y a forcément les bons, c'est nous, les méchants, c'est les autres, etc. Or aujourd'hui, la particularité de ce qu'on observe, c'est qu'on est quand même largement dans un monde post-idéologique. Je veux dire, évidemment, si on parle des islamistes, etc., ce sont des idéologies politiques, mais en fait, quand on regarde, on n'est plus dans ces grandes idéologies du XXe siècle, très universelles, etc. On est sur des gens qui, en fait, parlent à une audience, et c'est beaucoup plus fragmenté, voire qui, en fait, ont des intérêts, alors qu'on peut définir d'une façon ou d'une autre, mais la lecture idéologique n'est pas forcément la bonne façon d'aborder cette dialectique. C'est un champ extrêmement riche, qui est aujourd'hui extrêmement mal pensé, là encore, en Occident. En France, c'est particulièrement le cas, mais on est loin d'être les seuls. Et qui est malheureusement extrêmement mal adressé, abordé par les concepts à la mode comme celui de guerre hybride, que j'aborde à titre personnel parce que c'est un concept fourre-tout qui finit par ne plus être rien d'autre que le réceptacle de nos angoisses en fait. Oh mon Dieu, il y a un agent d'influence, alors cochez la case, après vous mettez les pays que vous voulez derrière chaque bosquet, oh mon Dieu, il faut absolument censurer les réseaux sociaux, etc., en oubliant qu'en fait c'est pas tellement ça le sujet, et que ce qu'il faut c'est d'abord avoir une compréhension lucide de quel est l'état de notre société, et quel est l'état de la société les sociétés d'en face, c'est-à-dire nos adversaires, mais aussi nos alliés. Il ne faut jamais oublier qu'il se passe aussi des choses chez nos alliés. Par exemple, pour reprendre une analogie historique, les Britanniques ont été très attentifs à leur influence auprès des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant et après l'entrée en guerre des Américains, avec des gens comme Roald Dahl, par exemple, écrivain, qui a été en poste à Washington et dont l'un des jobs c'était d'être agent d'influence en fréquentant la bonne société américaine et en prêchant la bonne parole. Les Britanniques en avaient un certain nombre comme ça. C'est quelque chose qui participe complètement du plan diplomatique de la guerre. Là encore, c'est un sujet qui est aujourd'hui assez mal appréhendé. Et puis après, la troisième dialectique, c'est évidemment la dialectique militaire, c'est la dialectique entre la stratégie et le combat. Alors de ce point de vue, c'est pour ça que je la gardais pour la fin, cette troisième dialectique a été pendant toutes les années 90 et 2000 minimisée en termes d'importance. Finalement, et c'est un peu aussi le problème de la notion de guerre hybride, la guerre hybride c'est aussi l'idée que finalement la force armée, c'est le truc qui marche le moins bien quand on fait la guerre. Donc faut en fait, c'est pas comment dire, c'est pas forcément que une ânerie de penser comme ça. C'est un outil qui est complexe à manipuler et qui est en plus un vrai saut dans l'inconnu. Là encore une fois, quel que soit le conflit que j'ai évoqué en préambule, on a ce phénomène-là. Les Russes ont fait quand même une erreur de calcul stratégique dans la façon dont ils ont attaqué l'Ukraine en 2022, qui les a obligés à complètement transformer leur conduite de la guerre. Les Israéliens, je dirais au Proche et Moyen-Orient, tout le monde fait des mauvais calculs. Je pense que la stratégie du chaos du Hamas à partir du 7 octobre est évidemment
une impasse en fait, hein, ça peut déboucher que sur rien. La stratégie israélienne en est une autre. Et un acteur qui avait pu marquer des points comme l'Iran a aussi subi des revers, y compris sur le plan militaire, en particulier avec la quasi-neutralisation militaire du Hezbollah par les Israéliens. Donc c'est difficile. Et les Indiens, qui ont déclenché une opération de représailles et qui au final s'en sortent avec un résultat militaire qui semble quand même relativement médiocre. Donc c'est un outil qui est complexe à manier. Pour autant, la guerre, c'est d'abord une question militaire. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle la dimension militaire de la guerre devait être minorée dans la conduite de celle-ci, et le fait de penser que finalement on était sur des guerres hybrides, des guerres du futur où tout allait se résoudre à coup de cyberattaques, d'influence, de communication stratégique, un peu de force spéciale par-ci par-là, et puis que hop, magiquement on allait réussir à atteindre nos objectifs. Ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que dès qu'on a en face de soi et là pour le coup c'est déjà ce que nous explique Clausewitz, hein, qui dit qu'en fait pour qu'il y ait une guerre, il ne faut pas qu'il y ait un attaquant, il faut qu'il y ait un défenseur en fait. Parce que si en face la personne ne se bat pas, il n'y a pas la guerre. C'est à partir du moment où vous avez une volonté de résistance, une volonté de se battre, à partir de là, en réalité, on se rend compte que ce qui marche le mieux, c'est quand même encore la force, parce que c'est le seul moyen de contraindre l'adversaire à exécuter sa volonté ou à céder sur les intérêts pour lesquels on est rentré en guerre. Et ça suppose d'en passer par l'épreuve du combat. Aujourd'hui, comme depuis toujours finalement, avec dans cette épreuve un élément majeur qui là encore a été un impensé de la pensée stratégique occidentale depuis les années 90, qui est le facteur temps. Ça prend du temps de contraindre la volonté de l'adversaire, parce qu'en fait il faut le désarmer, et que pour le désarmer, il faut bien lui retirer ses moyens de production, il faut briser sa volonté, il faut lui infliger tellement de pertes qu'il n'est pas capable de les compenser, il faut lui prendre les parts de son territoire qui sont suffisamment stratégiques pour que leurs pertes ne le rendent plus capable de défendre ce qui reste, etc., etc., etc. Tout ça prend du temps. C'est-à-dire qu'en fait, dans les trois dialectiques militaires, encore les trois couples d'opposés que pose Ziyech-Shin, toujours lui, que sont la manœuvre et la position, l'opposition entre des fronts mobiles et des fronts statiques, l'opposition bien sûr entre offensive et défensive, et l'opposition entre des opérations de destruction, des guerres de destruction et des guerres d'attrition. La guerre, sauf quand il existe des circonstances extraordinaires, c'est-à-dire un déséquilibre de puissance massif ou un adversaire qui fait vraiment n'importe quoi, ne se résout pas par des opérations de destruction. C'est pas possible. En fait, ça n'est pas possible. Les États et les sociétés humaines sont beaucoup trop résilients pour s'exposer à ça, sauf s'ils se mettent eux-mêmes dans les conditions de se voir infliger une opération de destruction. L'exemple récent, il date maintenant, mais l'exemple qui est devenu un petit peu l'archétype de notre idéal militaire, c'est la guerre du Golfe de 1991. On oublie plusieurs choses. D'abord, pendant la guerre du Golfe de 1991, les objectifs politiques sont extrêmement limités par les Américains eux-mêmes, ce qui permet d'éviter d'avoir une guerre qui rentre dans l'usure. On définit des objectifs qui, en fait, ça permet de limiter les opérations militaires à la destruction du corps expéditionnaire irakien et spécifiquement de la garde républicaine irakienne, qui est une partie de l'instrument militaire irakien, mais qui en fait est une partie dont la destruction partielle ne va pas menacer directement le régime. Le fait de n'avoir exclu le fait de renverser Saddam Hussein rend possible de mener une opération de destruction, parce que c'est en fait une opération à but limité. Le problème, c'est quand vous essayez de le faire à l'échelle d'un État. Là, on se rend compte que systématiquement, et je veux dire, ça a été vrai pour l'Irak en 2003, ça a été vrai pour l'Afghanistan, c'est vrai pour l'Ukraine, ce type d'opération de destruction
si la volonté de résister en face est suffisante, échoue. Soit vous rentrez soit vous retrouvez dans la situation des Américains en 2003, c'est-à-dire avec une guérilla, qui ensuite crée des problèmes militaires et pourrit finalement le problème stratégique, donc vous n'avez rien résolu en réalité, soit vous vous retrouvez dans la situation des Russes avec un corps expéditionnaire qui était parti pour une opération limitée et qui se retrouve à devoir se reconfigurer en temps de guerre, en armée de masse, en tout cas de relativement de masse, qui mène une guerre d'usure. Et je dirais que de ce point de vue-là, le tournant stratégique de la guerre russo-ukrainienne, c'est bien la bascule russe, dans un premier temps, de l'opération militaire spéciale initiale, qui était une espèce de coup politico-militaire en réalité, à une guerre d'attrition, avec la bascule dans une véritable logique de guerre, au sens où on va briser l'outil adverse. C'est pour ça que la comptabilité des kilomètres carrés de gagnés ou de perdus en fait en Ukraine est d'une importance extrêmement secondaire par rapport aux impacts systémiques d'usure sur l'appareil militaire et l'appareil, je dirais, militaro-économico-politique ukrainien, qui est le vrai objectif stratégique de la Russie à mon sens. Mais on le voit également au Proche et Moyen-Orient, c'est-à-dire que même si on n'est pas dans une guerre complètement ouverte, mais la confrontation entre Israël et l'Iran est totalement une confrontation d'usure. Alors là, on est moins, il y a un peu moins la dimension, je dirais, populaire qui joue, quoique, mais on est clairement dans une stratégie de la tension, avec l'ouverture de fronts périphériques réguliers, le Yémen par exemple, ainsi de suite, pour fixer des moyens, user des moyens et petit à petit éroder la volonté de l'autre. Là, de ce point de vue-là, ce sont les Iraniens qui jouent cette stratégie-là, d'abord parce que ça leur permet d'éviter de s'exposer à des défaites militaires spectaculaires que sont capables de leur infliger pour le coup les Israéliens, et puis parce qu'en fait ça met en tension l'armée et la société israélienne, Israël n'est pas un grand pays en termes de population, et le poids de son outil militaire va finir par avoir des conséquences potentiellement dévastatrices sur son potentiel économique. Donc cette logique de l'attrition est une logique qui, à mon sens, est la logique structurante des guerres du XXIe siècle, qui ne sont pas forcément... alors c'est pas le cas par exemple de ce qui s'est passé entre l'Inde et le Pakistan. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une guerre. D'ailleurs les deux pays ne se sont pas déclarés la guerre. On est dans le cadre d'un incident de frontière, c'est-à-dire qu'on est à l'autre extrémité du spectre de l'intensité entre la guerre ouverte et ce que Clausewitz appelait l'observation armée, c'est-à-dire en fait une espèce de situation de guerre larvée, de guerre froide, dans laquelle il peut y avoir des pics de violence, mais en fait on redescend très vite en dessous. Cette dimension d'attrition, elle veut dire que la conduite de la guerre, la conduite militaire de la guerre, s'apprécie dans le temps. Et donc ça devient moins une question de performance tactique, de capacité à gagner des combats instantanément, ça devient une question de capacité à gérer dans la durée la performance générale d'un outil militaire. Autrement dit, c'est ce qui a donné la victoire des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est pas parce que les Alliés étaient tactiquement les meilleurs qu'ils ont gagné, c'est parce qu'ils ont été capables d'entretenir l'effort dans la durée. C'est la différence entre, si je prends une analogie sportive, entre gagner un match et puis gagner une compétition. En fait, il y en a beaucoup des matchs. Donc, c'est bien de faire 18-0 au premier match d'élimination, mais par contre, c'est mieux d'arriver jusqu'à la finale et de la gagner. Et en fait, la logique de la guerre, c'est celle-là. Donc, ça veut dire qu'il faut raisonner à une autre échelle que ce pourquoi nos outils militaires sont largement faits, qui est de gagner des batailles. En fait. Il suffit pour ça d'observer le vocabulaire et la construction de nos outils militaires. Quand on se retrouve dans une situation où on n'a objectivement pas la capacité de soutenir un combat de l'intensité de celui de l'Ukraine, mais pas plus que de l'intensité de ce qui a pu se passer dans les échanges de tirs entre l'Iran et Israël, ou comme les Américains en ont fait l'expérience face aux Houthis au Yémen, avec des attaques répétées, on n'a pas les arsenaux, on n'a pas les munitions. Ça veut bien dire que nos outils ne sont pas dimensionnés
pour livrer des guerres. Ils sont dimensionnés pour livrer des combats, et des combats si possible très courts, et dont on espère qu'ils produiront un résultat politique immédiat. Ça n'est pas un raisonnement de type stratégique. C'est en partie de la pensée wishful thinking, comme on dirait en anglais. Mais le raisonnement stratégique, c'est de partir du principe que la capacité de résistance de l'adversaire peut être plus élevée que ce à quoi on s'attend. Donc, qu'on ne le désarmera pas comme ça en un claquement de doigts ou en un combat gagné. Ça veut donc dire que, en fait, on est confronté aujourd'hui à une crise stratégique des appareils militaires occidentaux. Alors, quand je dis aujourd'hui, ça date pas de 2022 et de l'invasion russe de l'Ukraine, ou ça date pas du lendemain des attentats du 7 octobre 2023 en Israël. Et c'est pas parce que les Pakistanais ont peut-être sans doute abattu un Rafale indien que d'un seul coup notre outil militaire est en péril. C'est pas ça le sujet. D'abord parce que c'est un autre paramètre. La guerre au XXIe siècle fait des pertes comme elle en a toujours fait, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut intégrer dès le début. Mais précisément si on l'intègre dès le début, c'est comme, je reprends mon analogie sportive, mais pendant une compétition vous allez avoir des joueurs qui vont se blesser, c'est pour ça qu'il y a des remplaçants dans les équipes. Nous le problème c'est qu'on joue, mais on commence la saison, on a vraiment que 11 joueurs, et encore en général on en a 8,5 parce que comme en réalité pour faire des économies on s'est dit non mais le goal finalement est-ce qu'on a vraiment besoin d'un goal. Voilà. On se retrouve avec des équipes qui ont un peu du mal à tenir dans la durée. Donc il y a une crise de la stratégie, il y a une crise de l'outil militaire. Nos outils militaires ne sont pas faits pour faire les guerres qui vont avoir, je le crains, besoin de mener dans les décennies qui viennent. Parce que déjà, il ne faut pas oublier qu'on n'aura pas forcément le choix. Hein. Ça aussi, c'est une rupture d'époque, mais ce n'est pas forcément nous qui décidons du cadre de nos engagements militaires et des conditions qu'on va trouver sur place en arrivant. Il y a aujourd'hui des puissances dans le monde qui sont suffisamment armées et suffisamment résolues dans la poursuite de leurs objectifs pour nous imposer les termes du combat. Donc à partir de là, on a zéro garantie que ce qu'on espère se réalise. Donc il y a eu un désarmement intellectuel. C'est les fameux dividendes de la paix. C'est pas seulement on va faire des économies, de budget. C'est à mon avis aussi et peut-être surtout et d'abord, et c'est ce qui est le plus grave, un désarmement des esprits. On parle d'économie de guerre depuis 3 ans maintenant. En fait, on n'est pas en économie de guerre, on ne sait pas ce que ça veut dire une économie de guerre. C'est une économie de guerre, c'est une partie significative de la richesse nationale qui est investie dans la guerre. Et que justement, au-delà de ça, c'est une corrélation étroite entre ce qui se passe dans le monde industriel et ce qui se passe sur le théâtre les théâtres des opérations. Donc ça c'est quelque chose dont on ne sait plus, ça nous est devenu complètement étranger. Il y a un véritable désarmement intellectuel de ce point de vue-là. C'est aggravé parce que ce que j'appellerais une espèce de clergé stratégique qui a un peu fait une mainmise sur les études stratégiques qui est beaucoup... Alors là, pour le coup, c'est une conséquence de la guerre froide, d'une certaine manière. Au début de la guerre froide, avec la dimension nucléaire, donc je dirais 2 mots, on s'est retrouvé face à un phénomène où, pour le dire vite, tout le monde était incompétent. Les militaires n'avaient pas plus de compétences pour penser la dissuasion que les civils, finalement, parce qu'en réalité, c'était pas... ils n'avaient pas forcément il n'y a pas de recul en fait. On venait d'inventer une arme qui changeait de fait pas mal de choses dans le calcul stratégique, et donc ce sont des civils, notamment aux États-Unis, qui ont été, c'est pas le cas en France, mais aux États-Unis ça a été des civils beaucoup, qui ont pensé les premiers la logique de la dissuasion. À partir de là, s'est installé quelque chose, donc, alors je ne vais pas cracher dans la soupe, je suis moi-même issu de ce qu'on appelle les études stratégiques au sens large, et je suis civil, donc
je participe un peu de ça, mais malgré tout, le problème, c'est que c'est devenu une espèce de quelque chose qui est un petit peu hors sol, c'est-à-dire avec des gens qui ne sont pas de mauvaise volonté, qui ne sont pas du tout, bêtes, hein, loin de là d'ailleurs, mais qui sont des bons élèves, des brillants sujets, qui du coup ont une approche un petit peu hors sol de la matière, qui ont tendance à ce que j'appellerais, je dirais, théoriser à l'extrême. Alors ça, en plus, c'est un biais spécifique des sciences politiques qui ont tendance à essayer de fabriquer des typologies, de concepts, etc. Le problème, c'est que la guerre échappe largement à cette mise en boîte académique. Et surtout, et ça c'est plus grave, mais c'est un point qui me semble central dans la formation de nos élites, je dirais, on n'apprend plus à penser de manière dialectique. Je ne suis même pas sûr qu'on étudie encore la notion de dialectique en philosophie en terminale. Peut-être que je me trompe, hein, le lycée commence à dater pour moi, mais je pense que c'est quelque chose qui est pas dans nos façons de penser. Donc on a une espèce de clergé stratégique, parce que je trouve que c'est qui glose. Qui glose sur des points de théorie et qui en fait se retrouve régulièrement à courir après le réel parce que leur pensée a été linéaire à l'excès et a oublié qu'en fait tout ça était extrêmement dynamique et extrêmement mouvant. C'est pas un hasard si les deux penseurs clés de la stratégie que sont Clausewitz et Sitchin se sont tous deux appuyés sur un bagage intellectuel qui était précisément un bagage dialectique. C'est Hegel pour Clausewitz et c'est Marx pour Sitchin. Et donc, sauf que ça, aujourd'hui, c'est pas tellement le bagage de nos élites, pour le dire vite, hein, ça touche aussi le monde civil. L'autre problème, c'est qu'on a une focalisation à l'excès, et ça touche aussi le monde militaire, sur ce que nous faisons nous, et trop peu sur les effets de retour de ce que fait l'adversaire. C'est-à-dire, on est dans une dimension extrêmement unilatérale du déploiement de la pensée stratégique. Il faut mettre en place tel projet, tel programme, etc. Quelque chose dont souffrent régulièrement les appareils militaires et plus largement les politiques de défense de temps de paix. Encore une fois, c'est une mentalité de temps de paix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on planifie dans le vide, d'une certaine manière. Il n'y a personne qui va... on mène des exercices qui sont extrêmement théoriques. Et en particulier, on néglige un phénomène parce que, combiné à la pensée de guerre courte qu'on a, parce qu'on pense qu'on va l'emporter très vite, ça nous amène à un phénomène qui est pour moi l'un des apports les plus intéressants de la doctrine soviétique, c'est la notion de phase initiale de la guerre. C'est l'idée qu'en fait, une guerre a toujours plusieurs phases. Donc déjà, on pense le temps, on pense la durée, ça c'est vachement important. Dans cette durée, on isole la phase initiale parce que la phase initiale, c'est la seule qu'on peut en réalité un peu anticiper. On peut poser les données initiales du problème. Mais on sait, il y a un corollaire à cette idée de la phase initiale, on sait que dès qu'on va sortir de cette phase-là, on va rentrer dans un monde inconnu. Il va falloir s'adapter. On va rentrer dans un processus d'évolution permanente qui va nous obliger à changer nos manières de faire. Et ça peut aller très vite. Si on prend par exemple l'incident, le choc aérien entre l'Inde et le Pakistan, il y a une phase initiale qui est la première nuit de bombardement en fait, où les Indiens manifestement sont mis en déséquilibre direct par la défense aérienne pakistanaise. Bon, et ensuite ils s'adaptent, ils changent leur tactique, ils changent leur façon de faire. Si le processus... Et là, ça s'arrête très peu de temps après. Donc en réalité, il y a un impact limité sur les outils militaires. Il y a des leçons qui sont tirées. Mais à partir du moment où ça dure plus longtemps, on voit bien qu'on sort
on change complètement de phase, donc on change complètement de structuration de l'outil militaire. Nous, le problème, c'est qu'en fait, on se limite très souvent à ce qu'on appelle le retour d'expérience. C'est bien, c'est important de le faire, cette culture de tirer les enseignements de ce qui s'est passé, mais ensuite les adaptations se font généralement à la marge, ou alors elles se font à froid avec un décalage de plusieurs mois, voire des fois de plusieurs années, parce qu'on repasse sur, en fait, on va s'adapter, mais au rythme d'une planification stratégique de temps de paix. Donc, le problème, c'est que si on met 10 ans à tirer les leçons du conflit, par exemple en Afghanistan, on est en 2021. Hein, et qu'est-ce qui se passe après l'année d'après? Bon, en fait, c'est le conflit ukrainien. Donc on se retrouve en permanence à courir après le réel. Ça, c'est un point. Puis, il y a un dernier point, et j'en terminerai là-dessus, parce que je pense que j'arrive un peu à la fin du temps. Et après, on pourra revenir sur des dimensions plus tactiques, parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais il y a un dernier point qui est important et qui me semble être extrêmement important à repenser, parce que des fois on a des discussions un peu surréalistes à ce sujet, c'est particulièrement en Europe, parce que pour le coup je pense que c'est nettement moins vrai aux États-Unis, mais c'est la disparition de la culture que l'arme nucléaire ça existe, et que si à force de dire qu'on ne va jamais s'en servir, quelqu'un va s'en servir. C'est-à-dire qu'il faut reprendre au sérieux la dissuasion nucléaire. C'est vrai qu'en France, on a encore partiellement cette culture, mais malgré tout, on est quand même sur, je dirais, une certaine légèreté vis-à-vis de l'atome qui augure potentiellement des drames dans les années qui viennent, si on ne revient pas un peu plus de sagesse stratégique. La conclusion de tout ça, c'est une vision assez pessimiste, hein, je ne m'en cache pas, sur l'état de notre outil de défense. Alors non pas qu'il ne soit pas performant, non pas que les gens qui le composent ne soient pas compétents, mais simplement parce qu'en fait, c'est un outil qui n'est plus pensé par rapport aux questions politiques qu'il va avoir à résoudre. C'est un outil qui est à mi-chemin entre la manœuvre des arsenaux de la guerre froide, dont on voit bien qu'en fait on ne peut pas s'en contenter, surtout quand les arsenaux sont à moitié vides, et des opérations de police internationale, qu'on appelait opérations expéditionnaires en opérations extérieures, on peut les appeler un peu comme on veut, mais des opérations de police internationale qui en fait ne sont pas pensées et conduites comme des guerres, mais davantage comme alors soit effectivement des opérations de police, soit je dirais comment dirais-je, de la posture diplomatique un peu armée. On est allé en Afghanistan essentiellement pour des questions d'alliance avec les Américains et de positionnement de l'OTAN. On n'est pas allé en Afghanistan en disant on va vaincre les talibans. Jamais eu de. Voilà. Les Américains ont pu caresser cette illusion. Nous, c'est pas ce que nous avons fait. Mais ça veut dire qu'en fait, dans la définition des buts, on ne pense pas du tout la chose de la même manière. L'outil, et puis alors, c'est encore plus vrai évidemment quand on tape au niveau politique, mais la définition de nos... Il y a le dernier chef d'État français qui a défini des buts de guerre. Je pense que ça devait être le général de Gaulle à la fin de la guerre d'Algérie, quand il a défini des buts de sortie de guerre. Et là, en conclusion, d'ailleurs, au point final, j'aborderai cette question-là, la question de la sortie de guerre, qui est aussi un impensé total. C'est-à-dire que ça fait depuis très longtemps. Autant, il faut savoir que dans la dimension militaire, il n'y a que la phase initiale de la guerre qu'on peut anticiper un petit peu, et qu'ensuite il va falloir anticiper de s'adapter. Autant dans l'ordre politique, il est essentiel de penser la sortie de guerre, surtout quand la guerre se passe pas bien. Typiquement, c'est le problème politico-diplomatique auquel sont confrontés les Européens aujourd'hui avec l'Ukraine. La guerre, manifestement, ne se déroule pas à l'avantage des Ukrainiens. Il n'y a pas de solution
pas de solution victorieuse aujourd'hui pour l'Ukraine face à la Russie. Donc, il faut rentrer dans une logique de limitation des pertes. On ne sait pas prendre sa perte, on ne sait pas limiter sa perte. Et donc on ne sait pas sortir d'une guerre. Et on se retrouve du coup avec des scénarios où on en sort à la Joe Biden en Afghanistan, c'est un désastre, ou à ce que potentiellement va faire Donald Trump avec l'Ukraine, c'est-à-dire des sorties de guerre brutales, où pour le coup là les Américains savent prendre leurs pertes, parce qu'en fait c'est pas vital pour eux. Mais nous, on va juste subir les conséquences. Et donc ça, cette dimension-là, une guerre, ça se conduit en fait. C'est de tout le sujet, c'est un fil conducteur, un message à retenir, c'est une guerre, ça se conduit. Ça se conduit pas en fabriquant des drones ou en faisant des discours, ça se conduit en pensant les différentes dimensions de la guerre et en étant capable de les penser dans la durée. C'est vraiment ces deux points-là que je voudrais marteler en conclusion. Voilà. J'espère que vous avez des questions. Merci Benoît. Le débat est ouvert. Je vous en prie. Oui, qui demande la parole, donc le sujet est vaste. Oui, moi c'était par rapport aux factions. En fait, pour moi il y a une continuité, c'est que la guerre, il y a une part de la guerre, c'est de la politique intérieure finalement quasiment. Les exemples que j'ai, moi c'est plutôt l'effondrement du Second Empire, la Commune de Paris derrière. Et je me demande si c'est pas ça qu'attend l'Ukraine en fait. Soit la Commune, soit les corps francs. Qu'attend l'Ukraine ou qui attend l'Ukraine? Dans le futur, c'est-à-dire. Qui attend? C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire si ça va trop loin, une société militarisée, dans ce cas-là peut-être plus corps franc. Ça peut, c'est un scénario, mais c'est pareil, c'est un scénario qu'il faut aussi anticiper pour nous si ça devait se produire. La guerre a toujours... Alors, la guerre, c'est pas... Il y a de la politique intérieure. Il y a forcément de la politique intérieure à cause de ce jeu des factions, effectivement. Un exemple français simple qui nous a quand même ouvert 20 ans de conflit, c'est la Révolution française. Je veux dire, c'est pas les Prussiens qui nous déclarent la guerre en 1792. C'est nous qui allons la fleur au fusil, et en fait on fait un saut dans l'inconnu pour des questions qui ont plus trait à l'idéologie et l'affrontement des factions au sein de l'Assemblée et puis l'opposition avec le roi, etc., je dirais des intérêts stratégiques bien compris, parce qu'en fait on rentre en guerre mais on ne sait pas très bien où on va. Il va falloir attendre qu'on soit dans une situation assez désastreuse pour qu'on commence à se dire ok, mais qu'est-ce qu'on fait, quels objectifs on se fixe. Oui, pour l'Ukraine c'est évidemment un risque. De toute façon, il y a toujours perdre une guerre ouvre une période d'incertitude politique. L'exemple des corps francs est un bon exemple en Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne. Je veux dire, le fascisme italien est un produit direct de l'impact de la Première Guerre mondiale sur l'Italie. C'est intéressant aussi parce qu'il ne faut pas oublier que l'Italie fait partie des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, ce qui n'empêche pas les troubles politiques chez les vainqueurs. Donc je pense que il n'y a pas que la direction politique ukrainienne qui doit se préoccuper de ce qui va se passer après. Côté russe, c'est aussi forcément une préoccupation qui, s'ils ont bien lu leur classique, en tout cas, ils doivent y penser. Donc oui, c'est un vrai sujet. Alors c'est évidemment d'autant plus difficile pour le vaincu que le vaincu ne maîtrise pas les conditions dans lesquelles il va sortir de la guerre. Et puis qu'ensuite ça fait ressurgir soit des rancœurs, soit des factions qui essayent de se débarrasser de celle qui a perdu la guerre parce que du coup elle est décrédibilisée. L'exemple classique qui montre très bien comment tout ça se passe, c'est la guerre du Péloponnèse. Vous lisez Thucydide, c'est en permanence, ça qui se passe entre les oligarques et les démocrates au sein des cités, avec
factions des factions qui s'affrontent autour de ça. Oui, c'est un problème. Après, c'est une des raisons pour lesquelles la sortie par le haut est forcément une sortie négociée. J'ai de moins en moins l'impression que ça va être le scénario qui va se jouer. Mais effectivement, si la fin de la guerre en Ukraine, c'est une victoire sur le champ de bataille, même si c'est une victoire à l'épuisement type 1918 plus qu'un scénario type Seconde Guerre mondiale, ça va forcément avoir des conséquences politiques en Ukraine, mais peut-être aussi au-delà de l'Ukraine, parce que en fait, on voit très bien que l'une des caractéristiques des guerres contemporaines, c'est par le jeu des diasporas, par le fait qu'il y a la mondialisation des échanges, par l'intégration des économies entre elles, ça aura des effets sur nos sociétés aussi. C'est vrai que je veux pas verser dans l'égoïsme de ce point de vue-là, mais c'est d'abord à ça qu'il faut qu'on pense. C'est quelles sont les conséquences pour nous diplomatiques, c'est vrai, en termes d'image à l'international, de puissance, mais aussi en termes de quelles seraient les conséquences concrètes quand un des pays qui est désormais le plus armé du monde, si d'un seul coup il n'y a plus de contrôle, que vous avez des factions qui s'affrontent, ça va forcément avoir des conséquences chez nous. Et c'est le cas pour d'autres conflits. Enfin, le conflit israélo-palestinien est quasiment caricatural à ce niveau-là. Avec en plus des effets de manipulation, c'est-à-dire que les gens qui attisent les braises d'un conflit ne sont pas forcément liés directement aux parties en conflit. Ça peut être tout à fait un autre acteur qui joue. C'est pareil, ça c'est quelque chose face auquel on est extrêmement désarmé parce que on refuse de penser le problème en fait essentiellement. Je pense pas qu'il y ait de problème de moyens ou de compétences. Si on voulait les avoir, on les aurait. C'est juste qu'on ne veut pas y penser. Guillaume, rapide question. Vous dites que... On va parler plutôt Occident, du coup. Du coup, vous disiez que, effectivement, et on voit que pour les lois de programmation militaire, il n'y a plus de pensée, justement, d'une guerre, parce qu'en fait, on pense en temps de paix. Est-ce que c'est pas aussi une des raisons principales, c'est pas la dissuasion nucléaire justement. Bon, alors on le voit avec la France, mais on le voit aussi particulièrement avec les Anglais, puisque eux en plus ne sont pas véritablement propriétaires de leurs armes. Est-ce que justement c'est pas le fait qu'il y a le feu nucléaire qui nous protège, du coup on peut presque oublier le fait qu'on puisse rentrer en guerre? Non, alors je pense que il y a plusieurs paramètres. Le paramètre fondamental pour l'Europe, c'est que les Européens ont délégué leur pensée stratégique aux États-Unis. Je veux dire, les pays européens qui n'ont pas l'arme nucléaire n'ont pas forcément une pensée stratégique plus vigoureuse que l'est la pensée française, qui s'en sort plutôt moins mal que les autres en comparaison. C'est pas que ça. Bien sûr, il y a toujours la tentation de se réfugier derrière le fait qu'on a l'arme nucléaire, donc il ne peut rien nous arriver. Il y a aussi, et à mon avis plus grave en réalité, c'est l'incapacité à penser l'autre comme un acteur de l'histoire, l'incapacité à se penser nous comme des acteurs de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, le simple fait d'avoir... Les mots ont un sens, c'est-à-dire que quand on se met à parler en termes de sécurité, quand on se met à parler en termes même de défense d'une certaine manière. Avant, on avait un ministère de la guerre. Alors, je sais bien que plus personne n'a ça, parce que en termes de communication politique, ça donne un côté un petit peu belliqueux, mais ça avait un sens néanmoins, en cela que au moins c'était écrit que la finalité de tout ça c'était la guerre. Le concept de défense nationale en France est un concept qui originellement est un concept de nature politique, c'est de dire en fait la défense est nationale, donc c'est pas l'armée qui défend le pays, c'est le pays qui se défend tout entier, avec l'ensemble de ses moyens, donc les dimensions économiques, sociales, etc.
et que d'une certaine manière, l'éducation nationale contribue à l'effort de défense. Contribuait, devrais-je dire, mais néanmoins, c'est quand même, c'est censé être dans son job. Parce que si vous ne formez pas d'ingénieurs, vous allez rapidement plus être capable de concevoir les armes de demain. Mais vous n'allez pas non plus être capable de concevoir des centrales nucléaires qui vont vous donner l'électricité, qui va faire tourner vos usines, etc. Donc en fait, l'idée de défense nationale, c'est de dire tout est lié. Le problème, c'est qu'on a masqué ça derrière la pensée de la sécurité, qui est une pensée du désarmement, pour le coup, c'est de dire loin de moi les dangers, et surtout moins je les vois, mieux je me porte, ce qui empêche du coup de bien les penser. Parallèlement à ça, il y a l'idée que l'autre est un abruti. Pour le dire franchement, qui est qu'en fait, comme il est méchant, forcément il va perdre la guerre. Parce que voilà, c'est évident, c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin. Je veux dire, donc il y a quand même, quand je parle de désarmement, c'est pas seulement la pensée de temps de paix, c'est aussi le fait qu'il y a des moments où on se demande si le livre de chevet stratégique, c'est pas un album des bisounours, quoi. Enfin, je veux dire, ça joue quand même beaucoup sur la psyché à la fin des décideurs. C'est-à-dire que il y a une forme de... C'est même pas de la naïveté, hein, c'est de la condescendance pour le fait que c'est pas parce que nos adversaires se comportent pas comme nous qu'ils sont forcément plus bêtes que nous, et que c'est pas parce que ils sont vraiment très méchants qu'ils sont idiots et qu'ils sont mauvais à la fin. Donc il y a un côté un peu, et là pour le coup, je blâmerais assez volontiers une partie de la perception qu'on a maintenant de la Deuxième Guerre mondiale mais de toute façon Hitler n'aurait jamais pu gagner la guerre. Bon, objectivement, quand on regarde les paramètres, c'est assez vrai, hein, je veux dire, il y avait quand même peu de chance, mais c'est pas parce qu'on a ce cas-là que dans tous les cas. Non, puis il a peut-être perdu la guerre, mais entre-temps, la France a quand même passé des années un petit peu difficiles. Donc, c'est pas parce qu'un adversaire, à la fin du fin, est dans une impasse stratégique, qu'il n'est pas capable, en passant, sur le chemin de sa propre défaite, de nous en infliger une. Donc, il y a ce paramètre-là, mais là encore, on ne pense pas la durée. Il est méchant, il va perdre à la fin. Ouais, mais sur le chemin, il va peut-être se passer des choses. Oui, je termine juste un petit, parce qu'il y a un dernier paramètre qui me semble aussi important. C'est le paramètre de comment. En fait, on a comment dire. Il y a aussi beaucoup de fantasmes, c'est-à-dire qu'il y a un point sur lequel j'ai peu insisté, mais qui est, je pense qu'on est aussi très prisonnier de notre fascination pour la technique. Dans la façon dont on devient incapable de penser la guerre, on oublie que la guerre, c'est d'abord un phénomène anthropologique et politique. C'est secondairement un fait technique. La technique, elle vient pour éviter de se massacrer, en fait. Je veux dire, si on a des drones, c'est parce qu'avant on a eu des frondes et des choses pour se tenir à distance et mettre à distance la menace et frapper la menace de loin, et ainsi de suite. C'est pas, le problème, c'est que ça aboutit à une façon de penser liée aussi à notre mentalité dans le domaine économique, qui est de penser qu'un surcroît de technologie va nous donner un avantage compétitif décisif sur l'adversaire. Vous parliez des Britanniques. À quoi ressemblent les derniers documents de planification militaire britannique? Plus de cyber, plus de forces spéciales, plus de... Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement avoir de l'infanterie, ça sert pas à grand chose, des capacités de production, non, vraiment pas. Et donc en fait, pourquoi? Parce qu'on est dans ce que dans les années 20, un autre soviétique, Tukhachevski, dénonçait comme le fantasme bourgeois des petites armées professionnelles. On n'en est pas sorti, c'est-à-dire en fait c'est l'idée qu'on va injecter du capital, assez peu de force de travail, on va faire une élite militaire. On va avoir nos 300 Spartiates, mais ils seront tellement forts qu'ils tiendront les Thermopyles. Mais bon, le problème, c'est qu'à la fin, les Perses, qui sont pour le coup méchants, mais pas forcément idiots, ils vont passer par derrière et puis ça va mal se finir. Donc on est toujours un petit peu dans ces logiques. Oui, alors du coup... Gaël, et puis Jean-Marie.
Non, j'ai pas vu les mains se lever. Pardon, Philippe et Jean-Marie ensuite. Oui, vous avez évoqué l'idée qu'il y aurait des bons et des méchants dans une guerre. Et ça me fait penser, ça paraît typiquement d'une certaine pensée qui sévit actuellement. N'est-ce pas une influence des Américains que les Américains exercent par le biais de l'OTAN, notamment la conception américaine de la guerre, où il y aurait un bon et un méchant qui voudrait détruire les méchants. Dans le livre de Thomas, La pensée de la guerre aux États-Unis, c'est dit que les Américains conçoivent ainsi les guerres. Ils considèrent que les méchants, et jusqu'ici, les Américains se sont attaqués qu'à des pays faibles. Et c'est pour ça que, même en s'attaquant à des pays faibles, ils ont été battus. Et ça a pris l'importance, parce que les guerres n'ont pas eu lieu sur leur propre terrain. Donc voilà, une première question. Et deuxièmement, vous avez évoqué l'idée de repenser la dissuasion nucléaire. Mais à ma connaissance, il y a un pays qui l'a déjà fait et qui l'a exposé, sa nouvelle conception de l'usage de l'arme nucléaire, c'est la Russie. Poutine a dit que si l'existence, il a dit, à ma connaissance, là je peux me tromper, que si l'existence de son pays était mise en jeu, il n'hésiterait pas à l'usage en premier de l'arme nucléaire. Oui, alors, je vais d'abord répondre sur la partie américaine. Oui, la culture politique américaine, de manière générale, est une culture où il y a d'abord une espèce de tendance à l'autisme vis-à-vis du monde extérieur, et donc une pensée... en fait, l'un des fondements de la culture politique et de la pensée politique américaine, c'est de dire, nous, comme on est un pays neuf, on n'a pas emmené avec nous, et qu'on est parti des pays européens qui étaient des pays où tout allait mal, et où il y avait l'oppression et la tyrannie, nous on a fabriqué un pays merveilleux où il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'opposition interne, ça n'existe pas, d'ailleurs on le voit tous les jours à Los Angeles aujourd'hui. Mais d'ailleurs c'est parce que c'est des étrangers, ce ne sont pas des Américains, entre Américains il n'y a jamais de problème. Donc ça fabrique une logique où forcément, quand on pense s'associer, quand on refuse de voir le fait que sa société n'est pas parfaite, forcément toutes les autres sont moins bien. Si la sienne est parfaite, on ne peut pas faire mieux. Donc oui, ça fabrique du coup une approche de l'adversaire qui est une négation de son égalité politique. C'est-à-dire que les Américains, en fait, c'est pas tant qu'ils vont être forcément... Le discours des bons et des méchants va s'installer après, parce qu'en plus, il y a le poids de la culture protestante, etc. Mais fondamentalement, le vrai problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de pensée de l'égalité politique. C'est-à-dire que l'autre est forcément un inférieur, puisque les États-Unis sont la maison sur la colline. Enfin voilà, on est dans une religiosité de l'exceptionnalisme américain qui est très important. C'est-à-dire qu'en fait, si on analyse ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis, qui est une forme de crise je ne sais pas si les Américains sont un pays décadent, une puissance déclinante, etc. Parce que je trouve que faut pas non plus trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense en revanche que c'est un pays qui traverse une crise liée à son jeune âge aussi, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une crise politique en fait, on n'est peut-être pas si exceptionnel qu'on se le raconte depuis, au moins, en plus depuis 1945 et puis la fin de la guerre froide, c'était devenu quelque chose d'assez délirant. Mais il y a une espèce de retour sur Terre, avec, et on l'a bien vu dans la transition entre la politique étrangère de la présidence Biden finissante et la politique étrangère de l'administration Trump, nouvelle version, c'est qu'on est passé d'une politique étrangère dont en fait la principale ligne de conduite, c'était même plus tellement la dimension hégémonique, parce que c'était essentiellement le fait de préserver l'image ou l'illusion, d'abord vis-à-vis de soi-même, de l'exceptionnalisme américain. Trump, en tout cas on a l'impression, et je pense que dans son entourage, des gens comme J.D. Vance par exemple, ont fait le deuil de l'exceptionnalisme américain. D'abord parce que pour des raisons personnelles, quand on voit ce qu'il écrit dans son autobiographie, on peut penser qu'il est passé par des phases où il a vu aussi tous les travers et un certain nombre des failles de la société américaine, et parce qu'en fait, c'est avec l'évolution du temps, il y a forcément une normalisation des États-Unis qui se fait. Le problème, c'est qu'en Europe, on a repris un peu ce discours de l'exceptionnalisme américain. On passe notre temps
à se dire à nous-mêmes qu'on est vraiment merveilleux, que voilà, on est le plus beau continent du monde, évidemment le monde entier veut vivre chez nous. Le souci, c'est qu'en fait, c'est pas vrai déjà. Et puis, ça ne nous permet pas de penser nos propres failles. Or, du coup, ça nous expose à des mauvaises surprises. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème vient plus tellement des Américains. Les Européens ont internalisé ce discours. Il y a un autre aspect qui nous touche peut-être plus particulièrement en France, qui est quelque chose qu'on partage avec les États-Unis pour le coup en termes de culture politique et qui est en train de devenir une faille majeure des élites intellectuelles françaises et politiques françaises de manière générale, qui est notre espèce d'universalisme qui nous amène à oublier que les cultures ça existe, que en fait on n'a pas tous la même, que du coup on a un peu de mal à toujours vivre bien les uns avec les autres et que donc il y a de la friction dans tout ça. Que les principes de la République sont pas forcément destinés à s'appliquer hors sol, n'importe comment, n'importe où. Nous aussi, on a une histoire, une culture politique, et que donc en fait tout ça est plus compliqué que cette espèce de vision qui est finalement extrêmement, oui, enfin c'est du Walt Disney quoi. C'est un peu le problème, c'est qu'en fait on a, alors je dirais là c'est un autre sujet et je m'éloigne du sujet de la guerre, mais pas tant que ça finalement parce que ça a un impact. C'est que j'y vois quand même un impact du fait qu'on n'apprend plus les classiques. Je veux dire, vous lisez les antiques, c'est bon, vous êtes vacciné après sur la nature humaine, sur le fait que ça va peut-être pas se passer comme dans un dessin animé d'Hollywood. Bon bah, mais les enfants n'apprennent plus ça, ils apprennent plus ça, et les lycéens non plus, et les étudiants non plus, et en fait on arrive avec aujourd'hui des générations qui arrivent en politique, donc se confrontent à la réalité du monde d'une façon ou d'une autre, et n'ont pas les outils intellectuels, n'ont pas l'armature intellectuelle. Et donc elles se retrouvent dans un phénomène qui ressemble à de l'escapisme vis-à-vis du réel. C'est-à-dire qu'on préfère raisonner en théorie, parce qu'en théorie tout se passe bien. Et voilà, c'est un peu ça. Et le problème, c'est que la guerre, la guerre, c'est une épreuve de force, donc c'est un choc, c'est quelque chose de brutal, quelque chose qu'on ne peut pas, on peut pas dire ah non, j'ai rien vu. Ah t'as rien vu, bah reprends-en une, tu vas voir. En fait, on est obligé de s'y confronter. C'est comme se faire agresser dans le métro, c'est que d'un seul coup, on se retrouve confronté à quelque chose, même si on voulait pas croire que ça existait. En fait, on s'y retrouve confronté. Et si on n'a pas les outils intellectuel d'abord, physique aussi ensuite pour faire face, ben on est mal. Nous, on est vraiment dans cette situation. Sur la dimension nucléaire maintenant, sur la deuxième question, en fait, les doctrines nucléaires ne sont pas figées. La doctrine russe, il y en a eu plusieurs versions depuis la chute de l'Union soviétique. La doctrine soviétique avait évolué, la doctrine américaine a évolué et continue d'évoluer. La doctrine chinoise évolue également, ne serait-ce que ça s'observe sur la taille de leurs arsenaux, ils fabriquent plus d'armes, ce qui rentre dans une logique de parité vis-à-vis des États-Unis, alors qu'avant ils étaient dans une logique de juste suffisance des têtes. Les doctrines nucléaires ne sont pas figées, sauf effectivement, je dirais, dans le discours sur la dissuasion en France, où on a une espèce d'approche extrêmement fixiste de la chose, même s'il y a eu en réalité des évolutions. Enfin, je veux dire, la dissuasion nucléaire française, c'est plus celle du général de Gaulle, parce que elle est amenée à évoluer malgré tout. Alors je ne prononcerai pas sur le fond de l'idée, mais quand Emmanuel Macron parle d'étendre la dissuasion aux Européens, d'ouvrir un débat sur la dissuasion avec les autres pays européens, c'est de fait une évolution c'est ouvrir, en tout cas au moins ouvrir la porte à une évolution de la doctrine. Donc, et par ailleurs, sur la question de l'emploi en premier, les Russes et les Soviétiques avant eux n'ont jamais exclu l'emploi en premier de l'arme nucléaire. Jamais, 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 jamais. Ils ont toujours eu cette option-là. Donc en fait, la seule chose, c'est que, et ce qui se passe en ce moment sur ce que font et disent les Russes en termes de nucléaire, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a une volonté
c'est pas de faire peur, il y a un peu de ça, mais c'est de rappeler régulièrement, parce que nous on a un peu des mémoires de poisson rouge, que en fait, je vous rappelle qu'on est une puissance nucléaire et que s'il faut, on s'en servira. Donc attention. Donc voilà, et ils savent très bien qu'en fait, je veux dire, on a livré des missiles de croisière, on a livré des avions de combat, on a livré des chars avant. À l'Ukraine, on a annoncé qu'il n'y avait pas de limite sur les cibles qui pouvaient être frappées. Par contre, là encore, c'est un raisonnement dans la durée. Ça permet de ralentir le rythme auquel on élargit l'aide à l'Ukraine. Au lieu que tout arrive d'un coup, ce qui pour le coup en 2022 a peut-être été un peu difficile à gérer pour l'outil militaire russe, ça arrive progressivement, et donc ils sont capables de le gérer. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que c'est qu'une manœuvre. Si tout était arrivé en 2022, ils auraient peut-être utilisé l'arme nucléaire. C'est pour ça que c'est un... Là encore, c'est une dialectique. Donc, on est dans c'est un moyen de limiter le conflit. De toute façon, être une puissance nucléaire, ça ne vous préserve pas, de la guerre. Ça ne vous préserve pas de la subir sur votre sol. Enfin, je veux dire, il y a des attaques en Russie sur le sol russe, donc c'est bien, ils n'ont pas atomisé l'Ukraine, donc c'est bien la preuve que c'est pas un... Par contre, ça donne une liberté d'action qui est considérable, et ça permet de jouer dans un club restreint, mais quand même, on n'est pas atypique. Autre exemple, aujourd'hui, les trois zones de conflit que j'ai citées, vous avez le sujet nucléaire est central dans les trois. Un des Pakistan, pourquoi ça n'est pas allé plus loin, c'est pas devenu une Xème guerre indo-pakistanaise comme en 1965 parce que les deux puissances sont dotées de l'arme nucléaire, et donc de part et d'autre, ça agit aussi comme un limitant. Et que, en plus, les autres puissances nucléaires, les États-Unis, la Chine, la Russie, s'intéressent à ce qui se passe, parce qu'il y a aussi cette dimension-là. L'Iran et Israël, c'est pareil, le sujet nucléaire est au cœur, en fait, au cœur du sujet. Donc, c'est pas... je dirais que là, le défaut, mais c'est un... Je pense qu'on sous-exploite, nous, en France, notre dissuasion nucléaire, parce qu'en fait, on oublie que la grammaire de l'arme nucléaire est plus subtile que l'usage qu'on en fait. En fait, voilà, c'est un peu ça, c'était un petit peu ça mon propos. Vous avez une question, Marie, donc. Merci. Alors, puisqu'on a parlé des États-Unis, dans la culture populaire américaine qui est très importante, on a le super-héros. Et on a parfois la super-héroïne. Moi, j'ai une faiblesse parce qu'elle était blonde, surtout pour Wonder Woman. Mais nous, en Europe, on ne s'est pas contenté de la penser, on l'a incarnée. Elle s'appelle Ursula von der Leyen. Et on fait ce qu'on peut dire. C'est pour dire que face aux évolutions actuelles et à la nécessité de repenser la guerre, la Commission européenne entend jouer un rôle non négligeable, on ne mesure pas exactement les dimensions, mais déjà, elle a fait sauter, entre guillemets, le tabou des 3% de déficit, et elle entend jouer un rôle majeur dans le réarmement, entre guillemets, européen. Ma question est quel est pour nous, Français, quel est l'échelon pertinent pour repenser et se repréparer à la guerre? Est-ce que c'est l'échelon national? Est-ce que c'est l'échelon européen? Et au niveau de l'échelon européen, est-ce qu'on ne peut pas ne pas être inquiet de la gesticulation européenne qui consiste entre autres à se précipiter auprès des États-Unis à acheter des F-35 autant qu'on pourra en acheter, étant entendu que ces instruments de guerre ne dépendent uniquement du bon vouloir américain? C'est une sorte de contradiction interne. On veut donner les moyens de se battre et en même temps on donne à d'autres la possibilité de décider si oui ou non. Parce que quand vous achetez du F-35, vous n'êtes pas en train de vous doter des moyens de vous battre, vous êtes en train de vous doter d'une garantie américaine. En fait, ce qui est acheté, c'est pas une capacité, c'est moins une capacité de combat qu'un positionnement diplomatique. C'est d'ailleurs, si on prend le cas pour sortir de l'Europe, c'est une des raisons pour laquelle un pays comme l'Inde a toujours veillé à diversifier ses sources d'approvisionnement en armement. Alors ça pose d'autres problèmes, c'est-à-dire que
Ça, évidemment, au-delà des problèmes logistiques, mais je veux dire, autant en 1960, on pouvait tout à fait avoir des avions d'origine variée, et on se parlait à la radio et puis on gérait comme ça. Aujourd'hui, quand il faut que vous ayez les systèmes eux-mêmes qui dialoguent entre eux, ça donne de la complexité, qui fait que quand vous avez un bout de système israélien, un bout de système russe, un bout de système français, peut-être des systèmes américains au milieu, en fait, on finit par fabriquer des usines à gaz en termes de systèmes de combat, qui font qu'on perd peut-être en performance. Et quand en face, vous avez quelqu'un qui a aussi des matériels d'origine diverses, mais qui a peut-être mieux travaillé l'intégration, il prend un certain avantage. Mais il y a un article d'un stratégiste américain qui est encore vivant, mais qui a perdu en termes de pertinence dans ses interventions, qui est Édouard Luttwak, qui, à la fin de la guerre froide, c'est un article qui est relativement inconnu aujourd'hui, je pense, dans lequel il fait la comparaison entre, en gros, les armées sérieuses et les autres. C'est-à-dire que, et il prend l'exemple de l'Europe, en disant, voilà, une grande puissance, c'est une puissance qui sait perdre une guerre. Et continuer, en gros, d'être une puissance après. L'exemple classique, c'est les Américains après le Vietnam, par exemple. Ils ne sont pas moins puissants en 1976 qu'ils l'étaient en 1964. C'est même peut-être l'inverse. C'est le moment où justement ils vont reprendre l'avantage dans la confrontation avec les Soviétiques. Le deuxième chose, c'est que en gros, une armée sérieuse, c'est une armée qui se dote d'armes pour se battre avec. Et donc, ils pensent cette question de l'usage. Les autres, c'est des armées qui construisent des armées pour faire des défilés, ou, voilà, avoir un atout politique. Donc c'est des armées ronflantes. C'est pour ça que ça m'est arrivé de m'agacer quand j'entends des discours. Oui, mais on a, j'ai plus les chiffres en tête, mais 3 millions de militaires en Europe, etc. Oui, d'accord, mais en fait, combien sont vraiment aptes au combat dans l'histoire ? Combien de ces armées-là sont des armées dont la mentalité est faite pour se battre. Je veux dire, c'est le pays qui est un exemple quasiment caricatural là-dessus, c'est l'Allemagne. Là, on est passé de la Wehrmacht à la Bundeswehr d'aujourd'hui. Et je dirais, entre les deux, la Bundeswehr de la guerre froide, je pense que ceux qui s'y seraient frottés, ce serait sans doute fait un petit peu mal. Aujourd'hui, on est sur un outil militaire qui n'est pas apte. Les Allemands ne sont pas aptes au combat aujourd'hui. Ils le savent, eux-mêmes le reconnaissent. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère allemand de la Défense. Donc je veux dire, c'est pas. Mais c'est pourquoi ? Parce qu'il y a eu c'est une armée qui n'est plus faite pour ça. C'est-à-dire que l'outil militaire n'est pas fait pour être utilisé. Surtout pas, oh mon Dieu, quelle horreur. Et il n'y avait que en gros, l'armée allemande, je parle post-45, l'armée allemande actuelle, la Bundeswehr, en fait, quelle était sa raison d'être finalement ? C'était l'existence de la RDA. C'est le fait qu'il y avait une Allemagne alternative. C'était plus encore peut-être que la menace soviétique, même si bien sûr c'est la menace soviétique, mais en fait, à partir du moment où l'Allemagne a été réunifiée, finalement la raison d'être de l'armée de la RFA a disparu plus ou moins d'elle-même. Donc cette armée s'est désarmée. Voilà, donc, peuvent acheter du F-35, hein, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas, en réalité, c'est les États-Unis qui défendent l'Allemagne. De toute façon, dans la logique grand stratégique. Donc, la Commission européenne est un petit peu dans une logique similaire. Alors, c'est pas une question d'acheter américain, parce qu'après, il y a toute une dimension En fait, la Commission européenne fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire produire des textes juridiques et piloter des programmes de mise en commun, d'achat et de choses comme ça. Elle a une vision de la défense qui, en fait, n'est pas du tout une vision de la préparation de la guerre. Je veux dire, il n'y a personne à la Commission européenne qui est... Il y a un état-major de l'Union européenne, mais qui ne conduit pas de grand-chose. L'endroit où on réfléchit sérieusement aux problématiques de comment on fait s'il faut y aller, c'est l'OTAN. Mais même entre Européens, hein, je veux dire, c'est pas que les Américains, je veux dire, les Européens travaillent militairement entre eux dans l'OTAN.
pas dans le cadre de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une centrale d'achat, en fait. Et un outil de production de normes. Donc, en fait, si l'Union européenne était en train de sérieusement se préparer à se dire « Ok, il va falloir qu'on se prépare à faire la guerre », la Commission ferait sauter toutes les réglementations sur l'intelligence artificielle, elle ne se poserait plus les mêmes questions sur l'énergie, je veux dire, tout ce qui est Green Deal, etc., on mettrait ça à la poubelle, parce que quand on fait la guerre, on ne peut pas s'encombrer de ce genre de considérations, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est de la communication politique. Communication politique. Comment... Il y a en revanche, ça répond aussi par contre à quelque chose de réel, qui est que le centre de gravité géopolitique de l'Union européenne s'est déplacé vers l'Est. Nous, Français, on a tendance à... Et tout ce que je dis là, je veux dire, j'essaye pas de porter un jugement moral. J'ai mes opinions politiques comme tout le monde, mais c'est pas le sujet en fait. Ça n'intéresse que moi, j'ai envie de dire. C'est juste essayer de comprendre les mécaniques qui sont à l'œuvre. En France, on a tendance à continuer de penser qu'en fait, on est dans l'Europe à 6. Et c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Le poids géopolitique de l'Europe, le centre de gravité géopolitique de l'Europe s'est déplacé vers l'Est et aussi un peu vers le Sud. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus du tout sur la même configuration. Et donc, les équilibres internes à l'Union européenne sont différents, avec aussi des fonctionnements qui tiennent à un certain nombre de manières dont est conçue l'Union. Quand vous donnez le même poids décisionnel à l'Estonie ou à l'Allemagne, on voit bien qu'en fait, quand on regarde les données, que ce soit les données économiques, les données de population, etc., évidemment, c'est pas tenable parce que c'est tenable que dans un contexte où on décide, mais c'est de la façon dont a été pensée l'Union européenne, on décide de ne pas penser le rapport de force. En fait, le problème, c'est que pour penser la guerre, il faut commencer par penser le rapport de force géopolitique. Donc l'Union européenne ne peut pas. C'est-à-dire la façon dont la politique internationale fonctionne, c'est le dialogue mélien dans la guerre du Péloponnèse. C'est les Athéniens qui expliquent oui, on est désolé, mais grosso modo, vous êtes petits, nous on est grands, on est forts, on fait ce qu'on veut, et vous allez souffrir, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est la réalité. C'est pour ça que la France s'est dotée de l'arme nucléaire, parce qu'on avait des superpuissances et que conventionnellement, on n'allait pas y arriver. L'Union européenne ne pense pas comme ça, elle n'a pas été pensée comme ça, elle n'a pas été pensée pour ça, c'est un produit de la sortie de l'histoire, l'Union européenne. Donc aujourd'hui, elle se retrouve face à une crise politique grave, en fait, en réalité. Y compris parce que, là encore, on peut penser ce qu'on veut de l'Union européenne, mais soit elle évolue, soit elle disparaît. Dans les deux cas, ça ne se fera pas sans turbulence. Il vaut mieux avoir anticipé les turbulences. Et si on veut même, je dirais, si on part du postulat d'un européiste convaincu, on ne peut pas mener un combat d'arrière-garde pour sauver le système tel qu'il existe si on considère que le monde autour a changé. Donc il y a en fait cette nécessité de re-rentrer dans l'histoire. Mais quand vous avez pensé une organisation, pensé un fonctionnement, sans prendre en compte ce paramètre-là comme donnée d'entrée, c'est compliqué en fait. Donc voilà, en fait on est confronté à ça. L'Europe est en train de l'Europe, les États européens sont en train de se confronter au fait que ils sont pas tous au même endroit sur la carte. Donc en fait leurs priorités géopolitiques sont pas nécessairement les mêmes. Les Portugais ont pas l'air d'être super inquiets de la menace de chars russes. Les Baltes un peu plus, mais c'est normal, ils sont pas au même endroit, tout simplement. Je veux dire, et ça veut pas dire qu'il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison. Ça veut juste dire, c'est juste reconnaître les réalités en fait. À partir de là, et à partir du moment où, je vais être un peu basique, mais il n'y a pas de peuple européen, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'en fait les différents États n'ont pas la même géopolitique, les différentes populations n'ont pas la même géopolitique, ils n'ont pas la même composition, ils n'ont pas... le différent qu'on peut avoir avec l'Algérie, la majorité des autres pays européens non mais rien à faire. S'en fiche complètement, ça ne les concerne pas, c'est un problème de français. C'est un problème de français, très bien, dont acte. Donc quelle est l'échelle pertinente à partir de là? C'est forcément l'État-nation, il n'y en a pas d'autre en fait. L'Union européenne c'est d'abord
ça a été créé dans les traités, c'est un instrument au service des États. La réalité, c'est qu'à partir du moment où si un État comme la France, ou un État comme l'Allemagne demain décidait que en fait non, on ne va pas faire ça, la Commission européenne va pas s'autonomiser, c'est pas vrai en fait. Les États ont la main, hein, c'est juste qu'ils ne veulent pas la prendre. D'ailleurs, de manière intéressante, j'ai appris que, alors information à vérifier, il semblerait que la Commission européenne pense, parce que pour eux ça devient un enjeu de communication politique important, à créer un espèce d'outils de communication politique pour faire un classement des pays qui surtransposent les directives européennes, dont en fait toute une partie n'ont pas du tout de caractère obligatoire pour les États, dans leur propre réglementation. A priori, la France est très très haut dans la piste. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ça devient un enjeu de communication politique, puisque en fait, l'euroscepticisme est en train de prendre un point important en Europe, et donc ils ont aussi besoin de contrecarrer ce discours-là. Donc il y a un comment. En fait, moi, j'essaye le plus possible. Alors, on a tous nos biais, hein, mais j'essaye le plus possible de me garder d'une lecture morale ou liée à mes propres opinions des choses. J'essaye de comprendre le fonctionnement de ces instruments-là, parce que derrière, quand il s'agit justement, quand on est confronté à un problème comme la guerre, en fait, toutes ces lignes de faille, toutes ces lignes de fracture, elles se mettent à émerger. Et quand on a essayé de se retirer de l'équation d'une certaine manière pour penser à froid le problème, c'est pas toujours facile, hein, parce que forcément ça nous touche directement, mais on se retrouve dans une situation... Enfin, si on arrive à faire cet effort intellectuel, ensuite on est plus performant, je pense, dans l'analyse. Du coup, après, on peut agir en fonction de ses objectifs, mais je veux dire, au moins on essaie de lire le problème tel qu'il est. Oui. Chers amis, merci Benoît. Merci. J'espère donc que Benoît reviendra au printemps prochain nous présenter le livre de Svietchine, n'est-ce pas ?